Salut, c'est Cléora de Podcast Science, un podcast qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il suffit d'aller sur Tipeee ou Patreon et de faire un petit don. Or même un tout petit, pour même pas le prix d'un abonnement à un service streaming pour regarder vos meilleures séries, vous nous aidez à servir la science et la connaissance avec un minimum de qualité sonore. Et c'est notre joie. Merci et bon épisode. Ça y est, l'automne arrive, et avec lui, ses baisses de température, son raccourcissement d'ensoleillement, son satané changement d'heure, et aussi ses petits coups de mou. Ce on ne sait quoi qui vous fait regretter de ne plus être en vacances, être moins productif, n'avoir plus envie de rien. Si tous ces symptômes vous correspondent, vous souffrez peut-être de dépression saisonnière, et vous n'êtes pas seul. Jusqu'à 1 personne sur 5, selon les pays, vivrait la même chose. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, même si elle est passagère, ce soir, lumière sur la dépression saisonnière avec Cléora. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022, vous écoutez l'épisode 477 de Podcast Science, bienvenue. Alors ce soir pour ce sujet, comme si tout le monde avait eu un coup de mou subitement, on a une toute petite table ronde. On a Pascal, depuis l'Alsace. Salut. On a Cléora qui nous fait le dossier depuis Perduville en Normandie. Salut. Et puis c'est moi qui serai maître de cérémonie ce soir et qui accompagnerai l'épisode depuis Strasbourg. Donc Cléora, je te laisse nous présenter un peu ton dossier de ce soir sur la dépression saisonnière. Oui. Donc, comme tu as dit dans l'intro, on appelle ça donc la dépression saisonnière. C'est ce qu'on appelle ça dans la vie courante. C'est le fait de se sentir moins joyeux avec une moins bonne énergie en hiver comparé à l'été, tout simplement. Et des fois, donc, certains parlent aussi de blues hivernal. Donc, grossièrement, la dépression saisonnière, c'est se plaindre que le mauvais temps nous donne le cafard, en gros. Mais qu'en est-il réellement ? Est-ce que c'est une simple expression de tous les jours ou une réelle maladie au point de parler de dépression et de maladie ? Pour être clair, il va falloir rapidement mieux définir ce que c'est d'abord la dépression, et il y a aussi un trouble de l'humeur, parce que un trouble de l'humeur, parmi les troubles de l'humeur, il y a la dépression, mais aussi plein d'autres maladies. Et aussi, dans l'expression dépression saisonnière, il y a le mot dépression. Il faut bien définir un peu ce que c'est. Alors d'abord, l'humeur. L'humeur, en gros, c'est une émotion en arrière-plan de notre quotidien qui dure sur une journée ou plusieurs jours. Donc par exemple, s'être levé de mauvais pied, c'est se réveiller de mauvaise humeur. Je sais pas si vous avez d'autres expressions, Eléa ou Pascal, de genre là. Tu veux dire en alsacien ou Je sais pas, dans la vie de tous les jours, des expressions où on parle d'humeur comme ça, s'être levé de mauvais pied, tu vois, j'en avais trouvé qu'un. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Avoir la tête dans le brouillard, peut-être un truc comme ça aussi. Oui, avoir la tête dans le brouillard, mais c'est plutôt être pas réveillé, ça. Ouais. Être de mauvais poil. Être de mauvais poil, c'est pas mal aussi, c'est vrai. Bien joué. Et on parle donc de trouble de l'humeur lorsqu'elle est trop intense, au point que ce soit hors norme et trop extrême, voire carrément handicapant. Par exemple, être trop joyeux, enthousiaste, optimiste, où la personne minimisera ses problèmes. Ou à l'inverse, être trop triste et pessimiste. Et la dépression, c'est ça. C'est avoir une intense tristesse qui dure dans le temps. Une dépression saisonnière serait alors vivre une tristesse intense, si on part de la définition de dépression. Et tous les autres symptômes aussi d'une dépression. Au moment d'une saison. Et ici, donc, la saison qui nous intéresse, c'est au moment de l'hiver. Les symptômes dépressifs s'en allant d'eux-mêmes à l'arrivée des beaux jours et du printemps. Et ça, tous les ans. Ce serait ça, la dépression saisonnière. Donc comme une dépression, mais uniquement sur une saison, enfin en gros la grosse saison hivernale. Donc pas tout le temps, mais par épisode régulier ou récurrent. C'est pourquoi certaines classifications psychopathologiques différencient un trouble de l'humeur qui dure tout le temps d'un trouble de l'humeur récurrent voire cyclique. L'exemple typique est le trouble bipolaire. Bipolaire car l'humeur tourne en rond avec une phase très voire trop optimiste et joyeuse et une phase trop pessimiste et triste. On appelle ça une phase maniaque, donc une phase très optimiste, et une phase dépressive, une phase trop triste.
Et un cyclique de ça, un cycle entre ces deux phases de trouble de l'humeur là, c'est ce qu'on appelle donc la bipolarité. Et c'est donc quelque chose qui est cyclique. Et ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps comme une dépression majeure qui dure dans le temps, etc. Est-ce que je peux t'interrompre pour une question? Du coup, sur la durée, est-ce qu'il y a un délai à partir duquel on peut parler vraiment de dépression? Parce que ça arrive d'être ponctuellement pas bien. Et sur combien de temps il faut que ça s'étale pour que ce soit vraiment qualifié de dépression en tant que maladie? Alors, dans les classifications, souvent on dit 2 semaines. Il faut que ça dure au moins 2 semaines. Moins de 2 semaines, c'est une déprime petite passagère, quoi. C'est quelque chose de plus normal que pathologique, en fait. C'est pathologique vraiment quand ça dure vraiment dans le temps, ouais. Ok. Donc si vous êtes pas bien depuis plus de 2 semaines, vous pouvez commencer à vous poser des questions, c'est ça Oh, ouais, 2 semaines, c'est déjà pas mal, hein. Rester dans une humeur trop stable et trop intense durant tout le temps, et surtout la tristesse, quand même, 2 semaines, ça fait quand même déjà un sacré mouvement. Ouais. Et donc, il y a certaines maladies où ça tourne. Un cyclique ou une phase maniaque, une phase dépressive. Ça s'appelle la trouble de bipolarité. Et pour ce qu'on appelle la dépression saisonnière, c'est aussi une sorte de cycle, on peut dire ça. En fait, ça devient plus récurrent tous les ans. Là, lorsque l'hiver arrive. Et si c'est récurrent ou cyclique, suivant les saisons, on parle de dépression saisonnière. Ou plus exactement, trouble affectif saisonnier. Est-ce qu'il y a eu une abréviation pour ça, comme les TOC et les tics et tout ça? C'est un TAS, on peut dire ça, mais bon. Ok, un TAS. Je vais éviter de l'utiliser, je pense. Alors, pour résumer, donc parmi les troubles de l'humeur, donc on a la dépression, certes, la bipolarité, etc., tout ce qui est cyclique, tout ce qui est trouble de l'humeur récurrent dans le temps. Donc il y en a pas mal de choses quand même parmi les troubles de l'humeur. Et parmi celles-ci existe le trouble affectif saisonnier où le cycle colle parfaitement au cycle des saisons. Ainsi, malgré des symptômes communs, la dite dépression saisonnière, entre guillemets, c'est la dernière fois que je le dis, ne serait pas une dépression à proprement parler. C'est pourquoi on l'appelle trouble affectif saisonnier. Avec certes, oui, une phase dépressive durant l'hiver. En fait, pour bien différencier les deux, entre dépression et trouble affectif saisonnier, au niveau subjectif et des ressentis, une dépression, c'est se sentir triste et pessimiste au point de penser que tout est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est les dépressions. Alors que pour un trouble affectif saisonnier, c'est davantage plus la fatigue qui est au premier plan. Donc c'est au point de ne plus pouvoir faire, de ne plus vouloir faire. Il n'y a pas une notion de tristesse en premier plan, en fait, par rapport à une dépression. Donc dépression et trouble affectif saisonnier ont des symptômes tout de même qui sont les mêmes, en fait, qui sont communs. Mais ceux au premier plan ne sont pas les mêmes. On peut simplifier donc tous les symptômes dépressifs moi je vais les simplifier en 4 grands groupes. Donc le premier groupe, une tristesse et un pessimiste au point de ne plus percevoir que le mauvais côté des choses, en fait, d'être carrément pessimiste. Un deuxième groupe, ce serait une faible estime de soi et une culpabilité, voire des idées noires avec un isolement social. Un troisième groupe, ce seront les troubles du comportement alimentaire, au point de manger tout le temps ou jamais. Donc ça, c'est caricatural. Et des troubles du sommeil avec une fatigue excessive où même les pensées sont au ralenti, et même ce qu'on dit. Donc ça, c'est les 4 grands groupes de symptômes typiques de la dépression. Donc ça s'appelle des symptômes dépressifs. Donc pour la dépression, on a la tristesse et le pessimisme et l'angoisse au premier plan, donc tristesse et angoisse au premier plan pour la dépression, quitte à avoir des idées noires, à suicider, etc. Or, pour le trouble affectif saisonnier, ce ne sont pas ces types de symptômes qui sont au premier plan. C'est assez rare qu'on ait des idées noires et très suicidaire pour un trouble affectif saisonnier. Pour ce dernier, donc le TAS, le trouble saisonnier, le TSA, je sais pas trop comment dire, trouble saisonnier affectif. Pour ce dernier, donc c'est davantage la fatigue et les troubles du sommeil, donc comme je l'ai dit, et les troubles aussi du comportement alimentaire qui sont au premier plan. Des fois, on parle de hyperphagie. Par exemple, il y a des petites anecdotes assez spéciales où on va se faire cuire des pâtes, une sacrée quantité de pâtes le midi pour manger. Ça, c'est assez typique a priori, un symptôme assez typique de quelqu'un qui est atteint d'un trouble affectif saisonnier. Ouais, moi, je crois que j'en ai un gros parce que tous les hivers, je me mets à manger une quantité de raclette phénoménale. Ah, c'est de la raclette. C'est du fromage. C'est parce que t'en as envie, c'est bon. Alors moi, j'ai peut-être un ado à la maison qui fait ça en permanence, par contre. C'est un trouble affectif de l'année. C'est ça.
Non, mais il y a cette petite, tu vois, ce petit proverbe pour dire qu'il faut faire des réserves avant l'hiver. Alors, est-ce que c'est lié à ça Eh bah, peut-être, je vais en parler vraiment à toute la fin, c'est pour l'ouverture, justement. Est-ce que c'est vraiment une maladie ou c'est quelque chose de normal? Ok. C'est encore à discuter après. Ce suspense. Ouais. Donc, pour le trouble affectif saisonnier, c'est pas l'angoisse et la tristesse au premier plan, mais bien les troubles du sommeil et les troubles du comportement alimentaire. Pour rendre plus concret la chose, je vais essayer de caricaturer ça avec des cas cliniques. Très caricatural. Donc si ça passe mal, on va peut-être couper au montage, ça dépend. C'est vous qui me dites. Donc, un premier cas, par exemple, si j'ai tous les jours du mal à me réveiller, à me lever, mais que je me dis que, allez, aujourd'hui, je vais me motiver, mais qu'au bout d'une heure, je suis déjà crevé. Ça me fout qu'au moral, même pas capable, en fait, de tenir une matinée éveillée, quoi. Enfin, je suis déjà crevé au bout d'une heure. Je me rendors alors, je me dis pour quelques minutes. Finalement, voilà que je me réveille 2 heures, voire 3 heures plus tard. Alors je me dis que je vais me faire des pâtes, justement. Au moins, ça va peut-être me réveiller. Hein, je vais me nourrir, plein de glucides. Me voilà alors avec une assiette bien remplie de pâtes en grosse quantité. Donc il y a hyperphagie d'un côté, et il y a aussi hypersomnie de l'autre côté, où dès qu'on se rendort, on se rendort pour plusieurs heures. Donc ça, c'est typique, par exemple, c'est très caricatural, par contre, d'un trouble affectif saisonnier. Et maintenant, je vais prendre l'inverse pour celui plus dans le syndrome dépressif. Si j'ai tout le jour du mal à me réveiller, à me lever, et qu'en plus je dois aller m'habiller pour aller faire des courses, puis aller travailler, puis etc., ça va me prendre des plombes. Déjà, rien que s'habiller serait un exploit en soi. Mais alors, sortir pour marcher et s'aventurer, rien que ça, j'en angoisse déjà. Et puis merde, quoi. Sacré bon à rien que je suis. Je ne suis même pas capable d'aller me faire bouger pour aller faire des courses. Chose que la plupart des gens font sans difficulté. Je glande, moi, toute la journée à rien faire. Même au bureau, c'est d'une morosité. Et voilà que je me plains encore, alors quand même, j'ai un toit où m'abriter. Et je ne vaux même pas la vie que je vis depuis que je suis né. Ça, c'est typiquement de la dépression, où il y a presque une auto-flagellation et une culpabilité sur soi-même. C'est dur d'avoir ça en permanence pendant... Ah ouais. Et t'imagines, toi, 2 semaines, pour diagnostiquer, c'est 2 semaines minimum. c'est un enfer, c'est un enfer. J'ai vu que tu as mis des questions. Non, mais il y a Nive dans la chatroom qui demande plusieurs choses, mais tu vas peut-être y répondre dans la suite. La première question, c'est est-ce que la dépression saisonnière a les mêmes origines physiologiques que la dépression classique? Donc, est-ce que c'est les mêmes phénomènes qui sont à la base de ça? Et est-ce qu'il y a des études qui montrent effectivement que la dépression, ça varie en fonction des saisons? Mais tu vas peut-être y venir. Ouais. En tout cas, les bases physiologiques sont vraiment les mêmes en fait que la dépression. C'est les mêmes trucs qui bougent. On a les mêmes symptômes également. Donc, et justement, donc jusque-là, on a parlé que des symptômes. Et on va essayer de parler un peu de la cause qui est derrière, tout ce qui est physiologie, et pourquoi on a ça, etc. Du coup, on va justement poser la question, est-ce que c'est vraiment l'approche de l'hiver qui enclenche un trouble affectif saisonnier? Et pourquoi ça concerne certaines personnes, mais pas tout le monde? Pourquoi à l'approche de l'hiver, tout le monde n'est pas atteint d'une intense fatigue chronique, on pourrait avoir un syndrome dépressif finalement. Alors, le trouble affectif saisonnier, au niveau historique, a été pour la première fois décrit par le psychiatre Norman Rosenthal dans les années 1980. En fait, c'est un type qui est arrivé à New York après avoir quitté son pays natal qui est l'Afrique du Sud. Donc ça fait un sacré changement d'environnement. En Afrique du Sud, il connaissait pas trop énormément les températures froides longtemps et avec des courtes journées, quoi, au point qu'il fasse nuit presque tout le temps. Selon lui, ce serait ça la cause de son manque d'énergie ressentie durant la saison hivernale à New York, quand il est arrivé à l'hémisphère nord, donc bien au nord à New York. Et c'est de là qu'a commencé l'étude du trouble affectif saisonnier, à partir de lui, dans les années 80. Pour ne citer qu'une étude exploratoire de toutes ces études dans les années 80, en 1989, son équipe a mené une enquête téléphonique sur un échantillon représentatif de la population de Maryland. Donc, Maryland, c'est l'État des États-Unis, juste au-dessus de la capitale Washington. Les chercheurs constatent alors que l'humeur évolue parmi la population. Et justement, pour répondre à la question, spécifiquement en hiver. Et l'élément principalement évoqué, donc comme symptôme principal qui est évoqué, c'est la fatigue.
et non pas, encore une fois, la tristesse ou l'angoisse comme dans une dépression, je le rappelle. Donc tout ça, c'est avec des chiffres, donc ils ont mis ça avec des chiffres, donc sur les 416 personnes interrogées, on a 92% de personnes qui observent des variations d'humeur au cours de l'année, donc c'est quasiment tout le monde, quoi. Ce qui est quasi normal, finalement. Qui n'a pas la même humeur toute une année. 27% déclarent que c'en est un problème, carrément, et que ça peut être un potentiel handicap dans la vie. 27% quand même. Et au total, moins de 10% correspondraient aux critères d'un trouble affectif saisonnier. Donc, comment ils ont pu déceler tout cela juste par un coup de téléphone? En fait, ils ont fait passer un simple questionnaire, qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui, évaluant l'humeur sur les différentes saisons. Donc c'est un certain questionnaire que lui a mis en place, le fameux Norman Rosenthal, où en fait on va demander durant ce questionnaire, par exemple, à quel mois de l'année on se sent le mieux, à quel mois de l'année on se sent le plus fatigué, à quel mois ou les mois où on mange le plus, où on perd plus de poids, etc. Puis évaluer tout ça sur une sorte d'échelle d'intensité. Pour l'étude de 89, là, que je cite, ils ont chiffré tout ça en additionnant les intensités, en fait, de 1 à 4. Et on se retrouve alors avec un score entre 0 et 24. Et la moyenne tournait autour de 5. Ce qui est assez peu, finalement. On pourrait donc se poser la question si le questionnaire mesure vraiment quelque chose. Mais bon, ça, je vais pas poser cette question-là. Et 10% ont des scores élevés au-delà de 10 sur 24. Alors certes, un tel questionnaire permet d'évaluer et d'explorer, parce qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Ça explore notamment pour évaluer l'intensité de ce que ressentent les personnes. Mais je ne sais pas encore à quel point c'est comparable à d'autres tests de l'humeur standardisés plus largement utilisés. Ça reste un questionnaire juste comme ça. Alors est-ce que c'est un questionnaire que on peut faire, je sais pas, en ligne ou quoi, ou est-ce que Ouais. c'est quelque chose il y a une version francophone, une version anglophone qui traîne sur Internet. Je vais les mettre en note d'émission. On peut peut-être donner le nom de ce test. Ouais. Donc c'est le Seasonal Pattern Assessment Questionnaire. SPAQ. Mais en français, il s'appelle pas comme ça. Oui, en français, ce serait le questionnaire d'évaluation des motifs saisonniers. Enfin, voilà, ça se traduirait comme ça. Je mettrai de toute façon les PDF carrément dans les notes d'émission. D'accord. Si ça vous intéresse. Dans tous les cas, c'est un questionnaire juste qui donne un indice pour un diagnostic. C'est pas quelque chose qui pose directement un diagnostic d'un trouble de machin, en fait. C'est vraiment juste exploratoire. Alors, dans nos notes que les auditeurs ne voient pas, je vois que tu as mis une image, en fait, de ce questionnaire-là. Et ça se présente par une espèce de grille dans laquelle on coche les mois de l'année où on se sent mieux, où on a tendance à prendre du poids, où on a tendance à socialiser plus, etc. Et tout un tas d'activités et pour voir si elles varient d'un mois sur l'autre. Voilà, ouais. Ok. Et ça, donc, c'est juste un questionnaire. C'est juste pour voir s'il y a vraiment quelque chose de très intense chez la personne. Car finalement, tout le monde est sujet à des variations d'humeur, et notamment des variations d'humeur en fonction des saisons, justement. Juste que pour certains, en fait, c'est tellement intense que ça en devient handicapant. Et c'est là qu'on parle de maladie. Et c'est là que vraiment le fameux questionnaire peut être utile. Parmi les dictionnaires des psychopathologies, donc le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et la CIM-10, la classification internationale des maladies, le trouble affectif saisonnier fait partie des troubles dépressifs majeurs récurrents. Donc un trouble dépressif, ok, majeur, ok, c'est une sorte de dépression qui dure un peu dans le temps, c'est normal, ça dure tout l'hiver. Et récurrent, le mot récurrent faisant référence à la notion où l'épisode dépressif revient à cause d'un stimulus quelconque. Et ici, le stimulus étant l'hiver qui revient tous les ans. Donc la planète tourne toujours. Et que ce soit un épisode dépressif avec une existence aussi d'un trouble du sommeil. Encore une fois, que ce soit la fatigue au premier plan, c'est-à-dire que ce soit à cause des réveils nocturnes à répétition, ou des réveils difficiles, ou le fait qu'on s'endorme assez difficilement, ou des hypersomnies, comme dans l'exemple que j'ai dit avant, on se dit on va se coucher pour 10 minutes et finalement 4 heures plus tard, oui, super la sieste. Ou à l'inverse, la difficulté à s'endormir, comme si on était bloqué à jamais dans une fatigue à perpétuité. Et ça, c'est typique du trouble affectif saisonnier. Être comme bloqué dans une fatigue à jamais. Ok, mais ça touche pas tout le monde, du coup.
Non, les troubles affectifs saisonniers toucheraient environ 3% de la population mondiale, selon les études encore qu'on a actuellement. Mais ça reste encore très global. C'est la population très globale mondiale. Ça reste très général, en tout cas. Et comme décrit précédemment avec Norman Rosenthal, qui d'Afrique du Sud est arrivé à New York, en Amérique du Nord, bien au nord de l'hémisphère nord, et ça peut changer en fonction de la latitude sur la planète. Parce que lui, ce n'est qu'une fois arrivé à New York qu'il a expérimenté ce genre de sensation. Et quelques études isolées, justement, montrent ça. Mais il faut bien juste garder les études isolées, parce que je vais en reparler après. Prises ensemble, c'est pas trop ça. Aux États-Unis, 2% de la population de la Floride serait concernée par ce trouble saisonnier affectif. Donc 2% au niveau de la Floride, donc plutôt au sud des États-Unis. Contre 9% en Alaska, donc plus au nord des États-Unis. Ainsi, est-ce que plus on vit dans le nord, plus on serait susceptible d'être atteint d'un trouble affectif saisonnier? Et encore une fois, si on prend isolément chaque étude, donc là il y avait une étude pour le 2%, une étude pour le 9%, etc. Et il y a à chaque fois une petite étude pour chaque ville comme ça. Et si on les prend une à une, on pourrait dire que oui. Mais en fait, c'est plus complexe que ça en les prenant ensemble. Il y a aussi la migration des populations à prendre en compte. Et aussi la génétique. Car ces dernières statistiques évoquées aux États-Unis sont réalisées sur un instant T, dans un même pays, où la population peut aisément migrer, comme aux États-Unis, entre l'Alaska et la Floride. Dans ce cas, oui, on pourrait éventuellement montrer que plus on va dans le nord, plus les troubles affectifs saisonniers sont nombreux parmi une population donnée, s'il y a beaucoup de migration parmi la population. Car on ne prend pas en compte quel type de population est étudié. Si on étudiait par exemple une ville entière au fin fond du Canada habitée uniquement de Sud-Africains fraîchement arrivés dans l'année, c'est sûr que là, la proportion du trouble saisonnier risque d'exploser. Ou quelconque personne qui vit dans les tropiques. J'ai pris l'Afrique du Sud parce que Rosenthal était d'origine de là-bas. Mais ouais. Ou alors, on peut prendre aussi un exemple dans la France métropolitaine, de manière caricaturale, encore une fois. Une population méditerranéenne, par exemple le premier Marseillais du coin, a davantage de risques d'être atteint d'un trouble affectif saisonnier en arrivant dans le nord chez les ch'tis, par exemple. C'est comme si notre corps était trop adapté à son propre environnement, aussi localisé soit-il, même aussi localisé comme la Méditerranée. C'est un peu la même appréhension quand ils viennent en Alsace, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de choses bonnes à manger, et du coup ça va mieux. Oh, il y a pas mauvais temps en Alsace, il fait aussi très chaud. Et non, c'est un mythe, l'Alsace il fait beau. Ouais. Donc là je parlais d'une adaptation physiologique, comme si la physiologie avait du mal à s'adapter à son nouvel environnement où la température est basse et que les jours sont très raccourcis. Mais c'est aussi génétique. Il a été, par exemple, démontré que les Islandais étaient comme génétiquement, en fait, disposés pour vivre dans le Nord sans connaître de blues hivernales. Même chose, l'enfant d'une personne atteinte d'un trouble affectif saisonnier possède entre 2 à 5 fois plus de risques de le présenter lui-même. Il y a vraiment une valeur génétique assez importante là-dedans. Et ça, c'est rigolo parce que autant les Islandais, c'est vrai. Enfin, j'avais lu ça souvent qu'ils étaient pas très affectés par le blues hivernal. Autant en Irlande, par exemple, il paraît que c'est hyper prévalent, alors qu'ils ont un peu le même type de configuration. Ils sont juste un peu moins au nord encore, quoi. Ouais. Et à mon avis, il y a eu plus de mélange de population en Irlande qu'en Islande aussi. C'est possible. Enfin, j'explique ça comme ça, moi. Donc les prédispositions génétiques existent donc. On parle notamment de variants de gènes liés au rythme circadien ou au fonctionnement des hormones et neurotransmetteurs, voire même un variant de gène codant de petites molécules captant la lumière au niveau des yeux. Car oui, la grosse fatigue dépressive de l'hiver a bel et bien un rapport avec la lumière, comme on le supposait déjà. Donc ces petites molécules sensibles à la lumière au niveau de nos yeux s'appellent la mélanopsine. Donc c'est une molécule qui est sensible à la lumière bleue, entre 460 et 500 nanomètres de longueur d'onde. Et elle est sécrétée, donc cette mélanopsine, par les cellules qui gèrent un peu toute la vision au niveau de la rétine, que l'on appelle cellules ganglionnaires.
Si le fonctionnement physiologique et de la vision au niveau de l'œil vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode 471 d'Alexa, où elle nous parle notamment de champ visuel, photorécepteurs, des cônes et des bâtonnets, etc. Nous, là, on va juste s'intéresser à la rétine, on va pas dans ces détails, on va juste s'intéresser aux cellules ganglionnaires. Donc juste un peu le patron qui gère un peu tout au niveau de la rétine et puis qui renvoie tout dans le cerveau. Et ben ces cellules-là, juste à retenir qu'une chose, c'est qu'elles sécrètent en fait une molécule, la mélanocine, qui est sensible à la lumière bleue. Et cette molécule-là n'est pas beaucoup sécrétée quand quelqu'un est atteint d'un trouble affectif saisonnier. Donc dit autrement, une personne atteinte d'un trouble affectif saisonnier a tendance à avoir une rétine moins sensible à la lumière. Il y a même des études qui montrent aussi au niveau des bâtonnets carrément. Or, si la rétine de l'œil est moins sensible à la lumière, il est plus difficile à dire au cerveau que « coucou, il fait jour, il y a de la lumière ». Ça va de soi. Jusque-là, c'est logique. Jusque-là, c'est logique. Donc, tu as une molécule qui... alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dégrade à la lumière? Elle réagit à la lumière? Elle est sécrétée, ouais, elle réagit. Elle est sécrétée en réponse à la lumière? À une certaine lumière bleue, entre 460 et 500 nanomètres, c'est ça. Ok. Donc, ces longueurs d'onde-là déclenchent la sécrétion de cette molécule. Ouais. Et ça permet au cerveau d'interpréter que le jour est levé et que voilà. Il faut se lever. Dès que cette molécule-là est sécrétée, les cellules ganglionnaires qui projettent ces axones et ces synapses vers le cerveau, il dit au cerveau « coucou, il fait jour ». Ok. Sauf que s'il n'y a pas beaucoup de mélanocine, on ne sait pas s'il fait jour. Donc du coup, on est un peu fatigué toute la journée, comme si on était endormi toute la journée, quoi. Ok. C'est l'explication derrière, en tout cas. Et il y a des corrélats génétiques derrière aussi. Donc c'est grossièrement l'idée, les cellules de la rétine envoient un signal au cerveau pour dire si oui ou non il fait jour. S'il n'y a aucun signal qui arrive, donc encore une fois, jamais le cerveau ne pourra dire s'il fait jour ou il fait nuit. D'où la fatigue et le blues hivernal. C'est comme si on n'avait pas appuyé sur le bouton on. Genre le coq qui se lève ou qui fait cocorico, quoi, pour se réveiller, quoi. L'adaptation à l'hiver avec la lumière, du coup, elle serait plus difficile et dysfonctionnelle chez les personnes atteintes d'un trouble affectif saisonnier à cause de ça. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. En fait, en réalité, le corps se régule déjà tout seul, telle une horloge. Même sans lumière atteinte par nos yeux, on arrive à vivre. J'ai envie de dire, encore heureux pour ceux qui n'ont plus du tout d'yeux ou qui sont aveugles, j'ai envie de dire. Oui, et encore heureux pour ceux qui vivent 6 mois de nuit totale et 6 mois de jour total. Ouais. Comme les Islandais, par exemple. Ouais. Donc en fait, oui, on a déjà une petite horloge biologique interne à nous qui tourne entre 23h30 et 24h30. Donc autour de 24 heures, mais pas exactement 24 heures. Et cette horloge interne est dirigée par un groupe de neurones dans le cerveau, entre nos deux yeux. Ce sont les noyaux suprachiasmatiques dans l'hypothalamus. Donc un petit groupe de neurones qui sert d'horloge. Même un seul de ces neurones maintient une activité rythmique autour de 24 heures. Mais autour de 24 heures, pas exactement, donc encore une fois. C'est pourquoi le cerveau a besoin d'un synchroniseur, on appelle ça, pour s'adapter et se caler sur l'environnement extérieur. Et ce synchroniseur, c'est la lumière, pour dire « coucou, là, il fait jour ». Et vous vous rappelez de nos yeux, les fameuses cellules sensibles à la lumière, là? Et depuis nos rétines, elles envoient notamment ces signaux vers ces mêmes noyaux, les noyaux suprachiasmatiques, là, l'horloge interne dans notre cerveau. C'est-à-dire que nos yeux sont directement reliés à cette horloge interne. Mais tout ça, c'est de la biologie. Et moi, je trouve ça chiant, la biologie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échelle humaine et au niveau de la psychologie. Tu te calmes, Cléora, tu te calmes. Si tout ce qui est autour d'horloge biologique et cycle circadien, la chronobiologie au niveau biologique vous intéresse, je vous renvoie ou je vous invite à découvrir ou à redécouvrir les épisodes 154 et 155 de Topo sur la chronobiologie. Alors, il y a une question de Nive dans la chatroom qui demande si, du coup, les lunettes spéciales écran, celles qui sont supposées filtrer la lumière bleue, elles peuvent être liées à une dépression hivernale. Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question. Alors, sur la lumière bleue, exactement, toutes les études montrent qu'il n'y a aucun effet. Ok. Donc, on peut continuer à utiliser des lunettes filtre lumière bleue. Ouais. Alors, en fait, la lumière bleue des écrans n'est pas démontré comme quoi ça engendrerait un trouble affectif saisonnier. Ok. En revanche, c'est démontré que ça décale l'horloge biologique. Ok. Et ça, je vais en parler après. Très bien. J'étais sûr, donc du coup, l'horloge biologique.
Donc pour résumer globalement, donc l'horloge biologique, là, les noyaux suprachiasmatiques, etc. Là, tout ça, ça influence pas mal de choses, dont la température corporelle et plusieurs hormones, comme celles liées à l'appétit ou également l'hormone du sommeil, à travers la glande pinéale, la fameuse mélatonine. C'est elle, cette fameuse hormone du sommeil, et elle est à chaque nuit sécrétée par la glande pinéale. Un taux chronique élevé de mélatonine provoque une humeur morose et est d'ailleurs corrélé à plusieurs troubles psychopathologiques. Donc, c'est-à-dire si vous avez un taux de mélatonine trop élevé toute la journée et toute la nuit, bah, c'est pas trop normal. Normalement, c'est cyclique. Il y a un taux élevé de mélatonine la nuit et un taux bas durant le jour. En clair, la mélatonine, c'est le marchand de sable. C'est repose-toi, c'est vraiment pas le moment d'aller faire le fou. Et elle inhibe d'ailleurs aussi la libération de la dopamine, qui justement nous pousse à faire le fou, ou la folle, par son fameux système de récompense. Et chez les personnes atteintes d'un trouble affectif saisonnier, quand arrive l'hiver, c'est comme si la mélatonine était tout le temps sécrétée, justement. Comme si, pour notre corps, en hiver, il faisait tout le temps nuit. Le marchand de sable étant perpétuellement présent. Le corps se sent alors constamment épuisé. Ok. Et quand une hormone est désynchronisée, trop bas ou pas assez sécrété ou trop peu, enfin, etc., il y a très souvent un enchaînement en cascade dans le corps. Car une hormone reste un messager, une molécule qui passe dans le sang pour activer ou inhiber certains systèmes. Et ici, pour la mélatonine, s'il y en a trop, cela inhibe la sécrétion de dopamine, certes, mais aussi baisse, par exemple, le stock de sérotonine, car une molécule de mélatonine, en fait, se construit à partir d'une molécule de sérotonine, etc. Et c'est ce genre d'enchaînement, en fait, physiologique, etc., et chimique, on pourrait dire, parce que c'est des molécules, en fait, qui s'enchaînent entre les deux. C'est ce genre d'enchaînement en cascade, en fait, sur les autres hormones et les autres systèmes périphériques du corps qui induirait les autres troubles dépressifs. Je reste au conditionnel, car il y a bien des corrélations réalisées entre tout ça, là, mais à ma connaissance, rien de colossal a été démontré. C'est comme en fait aussi le possible lien entre la sérotonine et la vitamine D, et aussi la mélatonine et le trouble affectif saisonnier. Il y a des études là-dessus, peut-être que l'élément commun c'est la peau exposée au soleil, mais qu'en aucun cas la vitamine D agit causalement sur le système sérotoninergique, qui elle-même influencerait en fait la sécrétion de la mélatonine. Enfin, bref, et est-ce que si ça dépasse pas trop le cadre du dossier, tu peux peut-être rappeler à quoi ça sert la sérotonine par rapport à la dopamine? Alors la sérotonine, c'est très global quand même. C'est une autre hormone qui règle plein de mécanismes physiologiques. Dont... J'ai mis quoi sur mon petit schéma? J'ai dû mettre un mot. Sérotonine, j'ai mis sérénité. Mélatonine, j'ai mis sommeil. La sérénité, la sérotonine, c'est le fait l'hormone qui te permet de rester calme, c'est ça. Ouais, et la dopamine, c'est celle qui déclenche l'enthousiasme et les actions. De sentir calme et en bonheur, en fait. Ouais, ça. Okay. Je pense que c'est pour ça que j'utilisais sérénité, en fait. L'enthousiasme, c'est plus la dopamine que j'utilisais, enthousiasme. Parce que c'est plus aller vers de l'avant, la dopamine. Pour avoir un système de récompense. Et la mélatonine, c'est plus le sommeil et dire, on va faire dodo. Bref. Et tout ça, c'est encore de la biologie. Et je commence à m'éparpiller. Donc, justement, pour finalement dire qu'au niveau des hormones, c'est le bordel, c'est d'autant le bordel que ça se répercute aussi sur la population touchée, en fait. Les jeunes femmes ayant leur cycle menstruel ont 4 fois plus de risques de connaître un trouble affectif saisonnier. Tellement ça devient un bordel hormonal, en fait. Plus généralement, donc, au lieu de tous ces détails, vitamine D, sérotonine, énergique, machin, pour expliquer le trouble affectif saisonnier, on parle de dérèglement de l'horloge interne, qui inclut tout ce qu'on vient de voir donc précédemment. C'est en effet l'hypothèse la plus probable, que le trouble affectif saisonnier soit juste un décalage de notre horloge interne par rapport à l'environnement. Tout simplement. En gros, à l'arrivée de l'hiver, l'horloge interne a du mal à suivre les successions du jour. Et la nuit qui passe trop vite. En fait, il commence à faire trop jour par rapport à... Enfin bref. En gros, le cycle va trop vite pour nous. On a encore besoin d'envie de dormir. En physique, donc, ce décalage de cycle, on parle de décalage de phase.
La psychophysiologie aussi reprend ce terme, donc de décalage de phase, pour parler de désynchronisation du corps par rapport à son environnement. On le dit aussi dans le langage courant quand on dit je suis complètement déphasé. Alors, ou alors c'est tout ce qui est jet lag aussi, c'est un peu ça. Ouais, j'allais le dire. Est-ce que c'est le même phénomène que le jet lag où finalement tu changes le rythme de la journée et du coup tu t'arrives plus à te recaler sur ton horaire, quoi. Ouais. Ok. Donc le dérèglement de l'horloge interne, c'est plutôt l'hypothèse qui est la plus référencée en sciences pour l'instant, qui fait plus consensus scientifique pour expliquer le trouble affectif saisonnier. Donc l'hiver arrive, c'est le stimulus premier, donc peu de lumière la journée, donc déphasé, le corps nous dit qu'il fait encore nuit, même s'il fait jour et que la journée est arrivée. Donc fatigué toute la journée, parce que voilà. Donc tristesse et sensibilité émotionnelle. Et voilà un trouble affectif saisonnier. Cependant, bien que ça soit une bonne hypothèse et un consensus scientifique, le décalage de phase de notre horloge interne n'est qu'une hypothèse et n'explique pas tout à lui seul. Et ça, c'est un peu chiant pour nous, parce que on cherche une causalité, mais on a trouvé bien quelque chose, mais il n'explique pas tout. Super. On sait déjà que parmi la population du tout venant, en fait, on peut observer des personnes qui ont ce même décalage de phase, mais sans pour autant souffrir d'être fatiguées et d'être atteints d'un trouble affectif saisonnier. Quack. Surtout que là, on s'est concentré sur une seule partie de l'horloge interne biologique, les noyaux suprachiasmatiques machin. La fameuse horloge interne, l'horloge centrale. Parce que d'autres centres biologiques du cycle veille-sommeil existent aussi. Alors, je fais un interlude, mais tu dis que la biologie c'est compliqué. Là, on est quand même sur les neurosciences. C'est quand même la biologie la plus compliquée de toute la biologie, ou presque, quoi. Et si on comprend pas bien non plus, c'est parce qu'on n'a pas encore entièrement mappé, compris tous les mécanismes à l'origine du fonctionnement du cerveau. Ouais. C'est le problème de la psychologie des neurosciences. Ouais, il y a tellement de causes. Il y a même les conséquences qui deviennent des causes que c'est un peu le bordel pour trouver vraiment une réelle causalité. Oui, et puis il y a des boucles, etc., et des phénomènes d'amplification, et c'est vraiment compliqué, quoi. Et justement, j'ai parlé de ça, juste là. Donc si on remplace tout dans l'ordre de tout ce qu'on vient de dire là, donc les principaux éléments sur lesquels on peut jouer, nous, pour traiter, voire soigner le trouble affectif saisonnier, ou alors un décalage quelconque de l'horloge interne, ce serait donc les suivants. Donc soit au niveau génétique, soit changer de corps, ou changer de gène, mais ça, pas sûr que ce soit faisable. Et Léa, est-ce que c'est non, faisable? pas encore. A priori, non. Désolé. Donc ça, non. Soit au niveau moléculaire et physiologique, c'est-à-dire une prise d'antidépresseurs ou même de mélatonine, ça, c'est possible, et ça fonctionne. Soit au niveau psychologique et comportemental, donc c'est avec un suivi ou une thérapie pour garder une hygiène de vie et réinterpréter les interprétations trop pessimistes et tristes causées par la fatigue, la culpabilité, elle-même causée par la fatigue, etc. Ça marche aussi en accompagnement avec les antidépresseurs. Et au niveau aussi environnemental, mais que les journées soient plus lumineuses finalement. Alors soit on commande le soleil, on dit je me lève à cette heure-là, et je dis le soleil tu te lèves à cette heure-là. Ça, c'est pas trop possible. Soit on déménage vers les tropiques, soit on se lève tôt le matin pour s'exposer à la lumière du jour, soit on utilise une lumière qui imite le soleil. Et c'est ça qu'on appelle la photothérapie, ou anciennement dit la luminothérapie. On utilise une petite lampe qui imite le soleil. Et c'est ça dont je vais parler pour terminer ce dossier. Voilà, j'ai parlé comme un professionnel. Il y a juste une question dans la chatroom de Nive qui demande s'il n'y a pas un problème d'évolution. Alors j'imagine de vitesse d'évolution, puisque ça fait pas longtemps qu'on ne respecte plus les cycles jour-nuit pour s'organiser un travail régulier. Ouais, c'est bien Nive. Il a fini mon dossier. Eh ben voilà. Nos auditeurs sont fantastiques. Ils ont les ficelles derrière l'écriture des épisodes de Podcast Science. Bravo. Bravo, les gars. Donc, avant de finir là-dessus, en fait, je voulais passer et parler un peu de photothérapie et de luminothérapie. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a un peu
Enfin, j'étais un peu sceptique là-dessus. En quoi une lumière, juste une simple lampe qui imite le soleil, allait traiter carrément un trouble affectif saisonnier, voire même des symptômes dépressifs. Donc j'aimerais terminer là-dessus. Oui, donc d'ailleurs aussi, comme quand on parle de lumière, on parle aussi de plus en plus d'hygiène de lumière, ou d'hygiène lumineuse aussi des fois. Comme si en plus d'avoir une hygiène de vie, entre bien manger, bien dormir, voilà qu'on nous dit qu'il faut bien être ensoleillé pour être actif et éveillé, et inversement bien dans le noir pour mieux dormir et se reposer. Ok, donc on sait notamment que l'éclairage urbain perturbe nos sommeils. Et aussi, de plus en plus, on parle aussi, donc comme on l'a vu aussi, c'est Nive, il me semble qu'il en a parlé, de la lumière des écrans, qui rendrait aussi difficile l'endormissement. La fameuse lumière bleue des écrans. Et justement, lumière bleue, si vous vous souvenez à quelle fréquence lumineuse est sensible la mélanopsine, sécrétée par les cellules ganglionnaires qui contrôlent un peu tout là dans notre rétine, vous savez pourquoi? La lumière bleue. Ouais. Cette mélanopsine est justement sensible à cette lumière bleue. Donc il y aura peut-être une corrélation entre les deux. Donc tout ça, c'est toute cette thérapie donc de rechercher, de resynchroniser notre horloge interne avec l'environnement extérieur, ça s'appelle la chronothérapie. Et le fait de s'exposer à une lumière, la photothérapie, ou anciennement la luminothérapie. Super, tout ce qui est thérapie, on aime bien mettre des mots dessus, bref. Voilà. Ça ressemble presque à un nom de médecine alternative random. Hein. Ah ouais. J'aurais pu dire aromathérapie, colorothérapie ou des trucs comme ça aussi. Mais c'est vrai que y a pas mal de trucs là-dedans. Donc si vous entendez parler de chronothérapie ou photothérapie, regardez quand même qui est derrière, et qui vous dit les recommandations pour faire cela. Malgré tout, donc tout ça, tout ce qui est photothérapie et chronothérapie, de plus en plus, les connaissances scientifiques sont solides et montrent que jouer sur l'exposition à la lumière permet de jouer sur notre horloge interne. En fait, une exposition à la lumière matinale aura tendance à faire carrément avancer notre horloge interne, comme si vous avanciez d'une heure. Tandis qu'une exposition à la lumière le soir aura tendance à faire reculer notre horloge interne. Donc, si on répond à la question de Nive sur la lumière bleue par rapport aux écrans si on regarde le soir, et ben là, une exposition à la lumière ferait reculer l'horloge interne. Et donc, un dérèglement en fait de l'horloge interne par rapport au cycle journalier jour-nuit. Donc, lors d'un trouble affectif saisonnier, l'horloge interne est en retard, comme le petit lapin dans Alice. Sur la vie de tous les jours, il est toujours en retard. S'il est 10 heures le jour, objectivement et réellement, pour le corps, il est encore en pleine nuit. Donc, il est genre, je sais pas, on peut dire 4 heures du matin, pas exagérer. Le but étant donc de resynchroniser l'horloge à son environnement, que 10 heures soit bien 10 heures pour le corps. On doit alors faire avancer l'horloge interne pour qu'il puisse récupérer son retard. Toujours en retard, toujours en retard. Et pour cela, une exposition à la lumière le matin ferait l'affaire. Mais du coup, c'est pour ça que plus on se lève tôt et qu'on travaille tôt le matin, et plus on prend l'habitude de se lever tôt et on se décale, en fait, vraiment, physiologiquement. Ouais. Il y a vraiment ça, il y a vraiment une adaptation physiologique. Donc on peut s'habituer progressivement à se lever à 5 heures du matin alors qu'on n'est pas du matin. Voilà. Dans la théorie. Et le changement d'heure là-dedans, il a une influence? J'ai pas vu d'études là-dessus. J'en sais rien du tout, mais je pense que oui. Il doit y avoir un petit, voilà. Une heure, c'est quand même pas mal. Il doit y avoir un petit changement, ouais, parce que c'est vrai que quand tu changes d'heure, même toi individuellement, tu le sens un peu que pendant quelques jours après, t'es plus tout à fait, voilà, tu te lèves une heure avant spontanément, alors que. Typiquement par rapport à cette problématique, quand il y a eu la question sur la suppression de l'heure d'hiver. Pas de supprimer l'heure d'été, c'est l'heure d'hiver. Le soleil chez nous en Alsace, en hiver, allait se lever pas loin de 10 heures le matin. Ah oui. Ça fait tard le pain chaud. J'imagine que ça peut avoir une petite influence sur en termes de dérèglement. Donc je pense que ça a une influence sur l'horloge interne, c'est sûr. Même les jet lag, par exemple, ça a une énorme influence dessus.
Mais il faut pas négliger l'adaptabilité du corps qui est assez exceptionnelle quand même. Et justement, c'est quand le corps a du mal à s'adapter que là, on peut parler de maladies et de troubles affectifs saisonniers. Donc moi, comme je l'ai dit avant, j'étais assez sceptique sur cette simple photothérapie. Comme quoi, l'exposition à la lumière simple pourrait resynchroniser un beau bordel physiologique, en gros. J'ai alors pris carrément, j'étais pas les mains mortes, 3 assez récentes méta-analyses regroupant des études différentes sur la photothérapie. Donc j'en ai pris une d'une équipe autrichienne sur les troubles affectifs saisonniers, qui nous intéresse donc aujourd'hui. Une autre d'une équipe chinoise sur les autres troubles de l'humeur, en utilisant aussi la photothérapie. Et une dernière d'une équipe italienne sur les effets plus globaux de la vie quotidienne en utilisant la photothérapie. Et toutes sont unanimes. La photothérapie fait plus de bien que de mal, en réduisant de manière générale tout symptôme dépressif. Si c'est pas génial. Donc ça veut dire tout symptôme dépressif tend à être diminué si on est exposé à une lumière qui imite le soleil le matin. Truc de fou. Pas mal. Même une lumière artificielle. Et ce genre de thérapie pourrait donc être prescrite et utilisée pour d'autres pathologies. Et pas que pour le trouble affectif saisonnier, mais aussi d'autres troubles de l'humeur. Parce que ça agit sur tout syndrome dépressif, tout symptôme dépressif. Et concernant plus spécifiquement ce qui nous intéresse ici, le trouble affectif saisonnier, après traitement par photothérapie, plus de la moitié des personnes atteintes connaissent une rémission, même en plein hiver, au bout de 1 à 3 semaines. Ok. Plus de la moitié juste pour une lumière, je trouve ça pas mal quand même. Oui, c'est l'air efficace. Ouais. Donc si vous vous sentez un peu déprimé ou constamment fatigué à longueur de journée lorsque l'hiver arrive, au lieu de quitter les hémisphères pour s'installer à l'équateur ou dans les tropiques, s'exposer à une lumière du soleil artificielle le matin ferait bien l'affaire. Et j'ai même des recommandations d'utilisation. Si ça vous intéresse. Vas-y, la petite posologie du docteur Cléora. En reprenant les lampes utilisées dans les études, ce sont d'abord donc majoritairement des lampes à tubes fluorescentes. Tubes fluorescents qui sont utilisés dans les études. Mais sont vendues souvent des lampes à LED. Mais bon. Tant que les longueurs d'onde sont les mêmes, j'imagine que c'est les mêmes, mais scientifiquement on n'en sait rien. Donc une lampe d'au moins 30 cm de haut et de large, et qui doit être non scintillante et avec un filtre UV quand même. Attention à vos yeux, quoi. Et cette lampe doit être exposée à 30 cm de vos yeux durant au moins 30 minutes, mais pas plus d'1 heure. Parce qu'il y a des études scientifiques qui disent que plus d'1 heure, ça sert à rien. Plus d'1 heure, t'as pas des problèmes d'yeux? Parce que 30 cm des yeux, ça me paraît proche quand même. Ouais, c'est proche. Après, on n'est pas obligé de regarder comme un zombie la lampe, quoi. On peut faire une autre activité à côté. Ce qui est le principal, c'est d'y exposer. Ah, donc on n'est pas obligé de regarder dans la lampe, oui. C'est ça. Ouais, on n'a pas habitude d'être comme un zombie devant la lampe à la regarder pendant 30 minutes, quoi. On peut lire à côté, etc. Bon, par contre, si on lit à côté, on lui tourne pas de l'eau à la lumière, sinon ça je vois pas l'effet. Il faut que la lumière expose un peu la rétine. Est-ce que si on fait de l'ordinateur en même temps, ça marche? Bah, okay. Normalement, oui. Si tu mets ta petite lumière à côté. Et j'ai même trouvé une heure plutôt recommandée, ce sera à 8h30. Idéal. Bon, on est toujours sur le matin, là. Ok. Ouais. Obligatoirement le matin. Si c'est le soir, ça va décaler l'autre sens. Bah oui, c'est pas ce qu'on veut. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. Et la dernière variable, c'est l'intensité lumineuse. Et alors là, j'ai eu plus de mal à trouver quelque chose de plus consensuel scientifiquement. Serait recommandé une lampe entre 1350 et 10 000 lux. Ça fait une sacrée fourchette. C'est en tout cas donc sur cette fourchette d'intensité que les études scientifiques ont été menées. Et donc, si les lux, tout ça ne vous parle pas, les intensités des lux, l'intensité lumineuse de la pleine lune, en pleine nuit, ou en pleine lune où c'est dégagé, où il n'y a aucun nuage, est de 1 lux environ. L'intensité lumineuse du soleil sous couverture nuageuse est autour de 200 lux. Et il faut un ciel bleu dégagé pour dépasser les 10 000 lux. Si ça vous parle. Et donc, dans les études, souvent, on comparait un groupe avec une lampe entre 1350 et 10 000 lux et un groupe contrôle avec une faible lumière, en dessous de 500 lux, au moins. Et souvent, c'était ça, les deux groupes.
Du coup, un à faible luminosité et un à luminosité entre guillemets normale, standard, comme si on était dehors. Alors, non. Comme si on était dehors, souvent la moyenne, c'est comme si c'était une couverture nuageuse, autour de 300 lux. Okay. Parce que l'hiver, souvent, c'est la couverture nuageuse en hémisphère nord. Et donc, on prend comme moyenne 300 lux à peu près. Et justement, comme ils prennent comme groupe contrôle au moins en dessous de 500 lux, c'est assez critiquable. Parce que 500 lux, c'est assez déjà beaucoup pour l'hémisphère nord. Ok. Ah bah voilà. Ça, c'est ma petite critique méthodologique, bonjour. En plus des faibles échantillons des différentes études. Mais bref, voilà. Je ne sais où, du coup. Tu critiquais justement le protocole que... Ouais. Oui, puis on a même démontré en fait qu'une simple bougie faisait même aussi déjà un effet sur l'horloge interne. Une petite simple bougie, tu la regardes le matin, là, boum, l'horloge interne, elle dit ok, c'est le jour. Donc n'importe quelle source lumineuse en fait que tu regardes le matin, tôt, ça te réveille quoi. Bah il y a des études qui montrent ça en tout cas, et que la lumière aussi, juste la lumière du matin, même celle qui est sous couverture nuageuse, à elle seule semblerait être efficace. Ce qui poserait la question alors, pourquoi on s'encombrerait d'une lampe à chaque matinée pour une photothérapie? Comment on fait une étude en double aveugle? Oui, non, mais on a une petite blague dans la chatroom que j'ai remontée quand même parce que c'est rigolo, mais Nive demande, voilà, comment on fait une étude. Si tu fermes les yeux, tu vas pas venir. Donc justement, c'était pour terminer sur les petites critiques et mes questionnements. Et pour conclure, on pourra dire que la dépression... Donc, pour conclure, on sait que, je le dis direct, la dépression saisonnière, ça n'existe pas en tant que telle. Dépression saisonnière, l'expression en tant que telle. À la limite, on peut parler de troubles affectifs saisonniers, ok, mais pas de dépression saisonnière. À partir duquel on pourrait naïvement dire que, pour soigner le trouble saisonnier, il suffit de se lever le matin, d'être un peu motivé de bonheur et d'aller faire un tour à l'extérieur. Tu te bouges le cul et tu vas te lever, quoi. Mais dire cela, c'est oublier donc les exigences personnelles et celles de la société. Comme disait Nive, en ouverture de pré-ouverture. Enfin, si tout le monde n'avait qu'à se préoccuper de son hygiène, finalement, je pense que tout le monde le ferait. Enfin, j'imagine, ou j'espère. Juste que des fois, dans un certain monde actuel, il y a certaines priorités, comme travailler, etc. Donc, on ne sort plus de son bureau, on ne voit plus le jour, si ce n'est un soleil sous les nuages, à la limite, en fin de journée. Et c'est à ce moment-là qu'une telle lampe pourrait aider. Quand il n'y a plus d'autre solution pour s'adapter, c'est-à-dire pour adapter son hygiène de vie. Surtout si les symptômes deviennent trop intenses et trop présents, au point presque d'être handicapé. Si vous êtes trop fatigué au point qu'au bureau vous piquez du nez, c'est un peu dommage. Surtout que si une petite lampe simple pourrait juste être efficace, pourquoi pas essayer. Donc je rappelle les symptômes les plus marquants d'un trouble affectif saisonnier, c'est l'hyperphagie. Souvent, on mange beaucoup de glucides, on a envie de pâtes ou des trucs comme ça. C'est l'hypersomnie, donc on a tout le temps envie de dormir et quand on se redort, souvent c'est 3 ou 4 heures. Même si on dit non, je dors que 10 minutes. Une certaine donc fatigue chronique, on est tout le temps fatigué à cause de la mélatonine qui est tout le temps sécrétée. Quoi d'autre? Une humeur donc plutôt morose aussi. Et le fait presque de manger. Dépressive. Ouais, l'hyperphagie, vraiment, c'est un truc assez... je vais pas dire que ça m'a fait marrer, mais j'ai trouvé que c'était quand même un point assez... qui sortait du lot, quand même. Parce que il y a pas dans tous les troubles où on voit une hyperphagie, quoi, de glucides, justement. Ah, mais moi, je suis convaincue que c'est vrai, j'ai beaucoup plus la dalle quand l'hiver vient que le reste de l'année. Enfin, c'est un truc que j'ai l'impression de ressentir moi, par exemple. Donc, je comprends ce symptôme. Donc, hyperphagie, hypersomnie, fatigue chronique, humeur morose, jusqu'à peut-être un état dépressif installé, avec la tristesse, etc. Et c'est là qu'on peut confondre avec la dépression. Si vous ressentez tout ça, à l'arrivée de l'hiver, vous saurez que c'est quelque chose de l'ordre donc du trouble affectif saisonnier. Après, j'ai une petite ouverture sur la pathologique et normalité, parce que finalement, l'hiver,
il y a plusieurs organismes finalement qui hibernent ou qui se mettent en repos fortement reposés, quoi. Est-ce que, pourquoi pas, finalement, le trouble affectif saisonnier serait-il pas finalement la normalité pour nous, êtres humains, de se dire que ok, tu te mets en mode repos l'hiver, point. Comme si c'était un reliquat de l'évolution. Certaines théories, en tout cas, expliquent le trouble affectif saisonnier comme ça. Comme quoi c'est quelque chose de naturel et il faut faire avec, et puis c'est tout. Ces théories expliqueraient notamment le pourquoi ce sont les femmes capables d'enfanter, donc qui ont toujours un cycle menstruel, les plus touchées. Car c'est bien au printemps qu'apparaît l'éveil de la reproduction et de la sexualité. Ça, encore toujours selon cette théorie évolutive. Ok, donc ça peut être une explication évolutive, pourquoi pas. Mais cela ne change en rien que la maladie puisse exister. On peut bien expliquer ça, tout ça, mais ça ne changera rien que la maladie puisse exister, dans le sens que ça soit trop intense au point que ça soit handicapant pour la personne. Encore une fois, entre maladie et entre pathologie et normalité, entre maladie et être normal tous les jours, tout est une question d'intensité. Se sentir fatigué l'hiver, je veux bien, mais au point de pouvoir dormir toute une journée, ça devient peut-être trop intense et handicapant. Comme tout trouble mental ou toute maladie, c'est en ça qu'on caractérise un trouble affectif saisonnier, au niveau de l'intensité, toujours. Et je conclus là-dessus. Très bien. Donc en résumé, si vous n'êtes déprimé un peu pas triste justement, si vous êtes plutôt fatigué et plutôt que vous avez tendance à avoir envie de manger, c'est plutôt de l'ordre du trouble affectif saisonnier, si je résume et que j'ai bien compris. Et si vous êtes vraiment profondément triste et pas motivé et qu'il y a des problèmes d'estime de soi, etc. récurrents, là on passe sur les symptômes de la dépression. Et dans tous les cas, une petite lampe, ça peut aider. Alors, ça soulève quelques questions dans la chatroom aussi, si on peut revenir un peu sur des trucs de ton dossier. Il y a Barentia, par exemple, qui te demande si y a une prévalence géographique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud quand même, parce que tu as cité quelques chiffres, mais c'est vrai qu'on lit souvent que dans certains pays, c'est plus prévalent que d'autres. Et par exemple, je citais l'Irlande, par exemple, où il y a beaucoup de ça. La Suède aussi, où souvent on dit que en Suède ils ont beaucoup recours à des lampes de luminothérapie aussi, parce que il y a ce phénomène de troubles affectifs saisonniers quand l'hiver, le long hiver arrive. Et du coup, ça pose plein de questions aussi sur la génétique, parce que on disait qu'en Islande il y avait moins de cas. Qu'ils étaient génétiquement prédisposés à pas ressentir ça, et pourtant si on regarde sur l'histoire un peu de l'immigration islandaise, au Moyen-Âge, c'est des Norvégiens et des Suédois, etc., des pays nordiques qui sont arrivés là-dessus. Donc en fait, ils devraient avoir des origines évolutives communes quand même avec le nord de l'Europe. Donc il y a quand même des questions qui se posent là sur la prévalence géographique. Je sais pas si tu as vu des trucs plus précis à ce sujet. Alors, si on était dans les années 80 et 90, on aurait dit oui, qu'il y a une prévalence géographique. Et aujourd'hui, on montre que non. En fait, tout le monde est tellement mélangé que finalement, il n'y a plus... Ok. Ou alors, les différences sont si infimes qu'on n'arrive pas à les déceler encore. Parce que j'avais lu des hypothèses aussi, alors très rapidement, je me suis pas autant documentée que toi sur le sujet, mais j'avais lu ils pensaient que le régime alimentaire, et notamment les gens qui mangeaient énormément de poissons, étaient moins sujets aussi aux troubles affectifs saisonniers, et ils expliquaient ça par la présence d'oméga ou de choses comme ça qui... Ah ouais. Ouais. Ouais, des petites molécules de ce genre-là, il y a plein de théories. Ouais. J'ai cité un peu la vitamine D aussi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi toutes les hormones aussi quasiment, la thyrostimuline, etc. Il y a pas mal de trucs. Donc sur l'épidémiologie, par exemple, il disait que au Japon ou en Islande justement, le fait d'avoir un régime beaucoup plus à base de poisson que de viande, c'était aussi un facteur qui pouvait éventuellement expliquer la baisse des cas, quoi. Ça, je sais pas. J'ai pas lu ça, donc.
En tout cas, c'est hyper intéressant, mais tout est finalement connecté, quoi. À partir du moment où tu as un problème de synthèse de cette mélanopsine et ainsi de suite, et de ce rythme, tu peux influencer pas mal de choses. C'est super intéressant. Et si vous êtes curieux pour voir dans les notes d'émission, j'ai fait plein de petits schémas pour résumer tout ça. Je suis amusé à faire ça. Donc tu mettras ton dossier en ligne, du coup, sur le site de Podcast Science. Ouais. Ok, très bien. Comme quoi, pour bien montrer que les neurosciences et la psychologie, c'est assez vite le bordel. Entre la génétique, l'environnement, la physiologie, les molécules, et puis aussi la psychologie, parce qu'il faut de la motivation, machin. Les causes, on en trouve partout. C'est ça, mais bon, là, en l'occurrence, ce qui est positif dans le dossier, c'est que ça a l'air relativement unanime dans la littérature scientifique, d'après ce que tu as dit, sur l'usage de la luminothérapie pour atténuer ça. Yep. J'étais assez surpris, d'ailleurs, sur l'unanimité des choses. Ouais. Ok. Oui, peut-être un petit message de prévention, mais si vous ressentez vous-même des troubles affectifs saisonniers, puis des troubles dépressifs, etc., n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Je pense que il y a beaucoup d'associations et de numéros pour ça qui peuvent aider. Donc ne restez pas tout seul à ruminer et allez en parler à votre entourage et à qui pourra vous aider. À qui que ce soit, il y a jamais une place exprès pour parler de ça. C'est n'importe quoi. Voilà, je pense que c'est bien de le rappeler, puisqu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, donc n'hésitez pas à aller parler à quelqu'un. Est-ce que tu avais une citation pour ce dossier ? Non. Ok, j'en ai trouvé une petite, même si elle est très très nulle, mais je ne sais même pas qui est la personne parce que très honnêtement, quand je vais chercher des citations, je vais sur citation.com et je me pose pas trop de questions, mais j'en ai trouvé une qui dit que le meilleur remède contre la dépression, ce sont les bonnes actions et les bains chauds. Du coup, j'étais peut-être un peu sceptique avec l'augmentation du coût de l'énergie. Je sais pas trop si les bains chauds ça va beaucoup nous remonter le moral dans le futur, mais on peut garder un peu l'idée et l'esprit. Et pour voilà, si on devait reciter ton épisode, le meilleur remède contre la dépression, du coup, ce serait plutôt la luminothérapie. Ouais, la lumière. Quand vous êtes réveillé, ouvrez les yeux. C'est ça. Sacré conseil. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce dossier. C'est la fin de cette émission sur la dépression, qui on espère ne vous aura pas trop mis le cafard. Alors, pas la dépression. Pardon, les troubles affectifs saisonniers. Et non pas la dépression saisonnière. Et donc voilà, pour vous consoler si vous êtes confronté à ça dans les prochains mois, les prochaines années, souvenez-vous que vous pourrez toujours réécouter cet épisode et que pour occuper vos longues soirées d'hiver, Podcast Science sera toujours là pour combler vos petites oreilles. N'hésitez pas à partager nos contenus à votre entourage et en attendant, prenez soin de vous. Et d'ici le prochain épisode, que servir la science soit votre joie.